Comment et pourquoi rechercher les causes de la déficience intellectuelle ? La déficience intellectuelle, ou handicap mental, est un trouble du neurodéveloppement défini par une limitation des capacités intellectuelles et une difficulté d'adaptation aux situations complexes ou nouvelles. Elle affecte notamment le langage et le raisonnement logique avec différents degrés de sévérité, allant de la déficience intellectuelle légère à la déficience intellectuelle sévère. Elle peut être diagnostiquée à différentes étapes du développement, dès la naissance, dans la petite enfance, ou plus tardivement, à l'occasion de difficultés scolaires. Obtenir le diagnostic précis de la maladie est un premier enjeu important pour les patients et leurs familles. Cela permet de comprendre l'origine des troubles, de mieux connaître la maladie et son évolution, d'adapter le suivi médical et le projet pédagogique. Les familles pourront bénéficier d'un conseil génétique et connaître les risques éventuels de transmission. Il existe de très nombreuses causes de déficience intellectuelle qui expliquent la grande variabilité de forme et de gravité. Ces causes peuvent être liées à des événements qui surviennent pendant la croissance du cerveau, comme une infection, une intoxication, un problème à la naissance, un traumatisme, ou liées à une anomalie génétique qui modifie le développement du cerveau dès la conception de l'embryon. Dans un certain nombre de cas, on ne sait pas encore expliquer l'origine du trouble du développement intellectuel. On estime que plus de la moitié des situations sans diagnostic relèvent d'anomalies génétiques non identifiées. La recherche permet de découvrir chaque année de nouveaux gènes responsables ou impliqués dans la déficience intellectuelle. Les progrès scientifiques, ainsi que l'organisation de l'accès aux consultations spécialisées et aux examens, permettent de réduire l'errance diagnostique. Dès la conception de l'embryon, notre organisme se développe à partir d'un programme génétique unique, inscrit dans les gènes de nos chromosomes. Les gènes sont composés d'une succession de codes qui permettent la production des molécules nécessaires à la croissance et au bon fonctionnement de l'organisme. Des variations du code existent chez tous les individus. Elles sont pour la plupart sans conséquence, mais certaines perturbent le développement ou le fonctionnement du cerveau et peuvent entraîner une déficience intellectuelle. Le séquençage au débit est une technologie qui permet d'analyser très rapidement la totalité des gènes et d'y détecter d'éventuelles variations de codage. Ces variations doivent être analysées et interprétées pour vérifier le lien entre les variations sur un gène et les troubles observés. Lorsqu'une anomalie génétique est trouvée, c'est une étape importante pour les familles. Bien souvent, cela n'entraîne pas de modification majeure de l'accompagnement en place, mais cela permet de l'adapter et de prévoir des suivis médicaux spécifiques. C'est le cas pour un certain nombre de syndromes qui sont maintenant bien décrits et pour lesquels des recommandations de soins sont faites, apportant une réelle amélioration du point de vue de la santé et de la qualité de vie des patients. Chaque patient contribue ainsi à une meilleure connaissance de la maladie et de ses effets et peut aider à faire avancer la médecine. Quel est le lien entre l'anomalie génétique, le développement et le fonctionnement du cerveau ? À partir de la vie embryonnaire jusqu'à l'âge adulte, les anomalies génétiques peuvent modifier le développement et le fonctionnement du cerveau de plusieurs manières, selon la fonction des gènes impliqués. Elles peuvent provoquer 3 grands types de perturbations. Des malformations cérébrales, affectant la structure même du cerveau, des perturbations du métabolisme cellulaire, avec des anomalies dans la fabrication et la régulation des molécules indispensables à l'organisme, des anomalies affectant la capacité de connexion des neurones entre eux, ce qui définit la plasticité cérébrale. Les anomalies de constitution du cerveau peuvent concerner sa taille. Anormalement petite, on parle alors de microcéphalie, avec une multiplication limitée des neurones. Ou au contraire, trop importante, on parle dans ce cas de macrocéphalie, qui peut être liée à d'autres anomalies neurologiques. Elles peuvent concerner son architecture. Les parties du cerveau se sont mal organisées au cours du développement, il y a des parties manquantes ou insuffisamment structurées. On peut citer en exemple un défaut de formation de la substance grise lié à une mauvaise migration des neurones vers le cortex cérébral, qui peut conduire à une absence de plissement sur la surface du cerveau, on parle de lysencéphalie, à une malformation du cervelet, à une anomalie de connexion entre les différentes aires du cerveau, avec un défaut de constitution de la substance blanche, comme dans les agénésies du corps calleux.
L'anomalie génétique peut aussi perturber le métabolisme qui permet aux neurones d'importer les substances nécessaires par des transporteurs spécialisés au niveau des membranes, de fabriquer des protéines à partir des acides aminés, de fabriquer de l'énergie pour la cellule, d'épurer les substances toxiques comme dans le cycle de l'urée, ou bien de recycler les déchets grâce à l'activité des lysosomes. Dans la majorité des cas, l'atteinte ne porte pas sur la structure ou le métabolisme du cerveau, mais sur sa plasticité. La plasticité cérébrale est la capacité de notre cerveau à acquérir des compétences nouvelles par les nombreuses connexions entre les neurones, au fur et à mesure des expériences et des stimulations de l'environnement. Lorsqu'elle est altérée, le fonctionnement du cerveau est comme bridé, avec une altération du traitement des informations, des émotions et du langage, induisant des difficultés d'adaptation à l'environnement. Dans le même temps, le cerveau est plus excitable, il est moins apte à filtrer et se protéger des stimulations sensorielles et des émotions fortes. Le développement anormal du cerveau, quelle qu'en soit l'origine, peut entraîner une déficience intellectuelle plus ou moins sévère, accompagnée de troubles qui permettent souvent de la repérer. Troubles du langage, retard dans les apprentissages, difficultés de contrôle des émotions, etc. Le fonctionnement anormal du cerveau peut provoquer d'autres troubles. La déficience intellectuelle peut être accompagnée par exemple d'un trouble de la motricité, d'une épilepsie, de troubles du comportement, du sommeil ou de l'alimentation. Par ailleurs, on sait que l'anomalie génétique peut affecter d'autres fonctions ou organes comme le cœur, les reins, les yeux, etc. Les maladies génétiques les mieux connues et bien décrites sont souvent caractérisées par leurs manifestations qui permettent de les diagnostiquer plus facilement et d'en assurer un suivi médical spécifique. C'est pour cette raison que les recommandations de suivi pour un syndrome sont très importantes. Bien sûr, avec la même maladie génétique, les situations peuvent être différentes d'une personne à une autre. La recherche éclaire de façon de plus en plus fine les processus génétiques et biologiques complexes du développement et du fonctionnement du cerveau. Dans le même temps, la recherche en neurosciences ouvre de nouveaux champs d'exploration. Toutes ces avancées de la connaissance permettent de concevoir de nouvelles approches thérapeutiques. Quel traitement envisager et quelles pistes pour la recherche ? Aujourd'hui, on ne sait pas guérir la déficience intellectuelle en tant que telle, mais les approches thérapeutiques permettent de soutenir le développement des capacités cognitives et adaptatives, de traiter les troubles et symptômes rencontrés, d'améliorer la qualité de vie globale des personnes. S'il est encore très difficile d'agir directement sur l'anomalie génétique et les mécanismes cellulaires impliqués, les progrès scientifiques permettent d'entrevoir de nouvelles voies thérapeutiques. La thérapie génique consiste à introduire dans la cellule, grâce à un virus, un fragment de gène qui viendra remplacer le gène défectueux et corriger le génome. Cependant, les cellules du cerveau, les neurones, sont très difficiles à atteindre parce qu'ils sont très protégés. La thérapie génique n'est donc pas encore une thérapie accessible pour les pathologies du neurodéveloppement. Elle concerne seulement quelques cas encore à l'essai. Pour plusieurs maladies génétiques affectant le métabolisme de la cellule, il est d'ores et déjà possible de mettre en place un traitement spécifique qui va améliorer ou rétablir le métabolisme cellulaire. Par exemple, en prescrivant un régime pauvre en certains acides aminés ou un régime cétogène riche en graisse, en apportant une vitamine non synthétisée telle que la biotine ou la thiamine, en apportant une enzyme manquante par enzymothérapie. Le diagnostic de la maladie et le traitement précoce sont alors essentiels pour en limiter l'impact. Pour d'autres maladies, on sait que le gène défectueux a un effet en cascade sur l'activité cérébrale, avec un dérèglement des voies métaboliques impliquées. Par exemple, pour la sclérose tubéreuse de Bourneville, qui associe souvent une déficience intellectuelle avec une épilepsie sévère et touche de nombreux organes, on sait aujourd'hui qu'un dérèglement de la voie métabolique mTOR est impliqué dans l'apparition des symptômes. Plusieurs médicaments bloquant la voie mTOR ont été développés et ont montré leur efficacité sur certains symptômes. Un autre exemple est le syndrome de l'X fragile, dans lequel on retrouve un dérèglement des voies métaboliques du GABA et du glutamate, neurotransmetteurs importants dans la communication entre les neurones. Ce dérèglement explique un bon nombre de symptômes des personnes avec X fragile. Anxiété, hypersensibilité, hyperactivité,
crise d'épilepsie. De nombreux médicaments ont été essayés, mais n'ont pu démontrer leur efficacité à grande échelle. Ce syndrome illustre la grande difficulté des essais thérapeutiques dans le champ du neurodéveloppement. Dans tous les cas, l'accompagnement thérapeutique vise à limiter les troubles et à traiter l'ensemble des symptômes. Selon les situations, on pourra proposer des traitements médicamenteux et des approches non médicamenteuses adaptées. Attention, la difficulté d'expression des personnes déficientes intellectuelles rend complexe l'interprétation des symptômes. Par exemple, un trouble du comportement n'est pas à qualifier systématiquement comme un trouble psychiatrique, mais peut révéler une douleur non repérée. Un examen médical complet doit être réalisé avec la prescription d'un traitement adapté. Lorsque cela est nécessaire, les médicaments utilisés sont ceux prescrits habituellement, avec une adaptation aux particularités de la personne et à ce que l'on connaît de la maladie génétique ou du syndrome. En complément de la prescription des médicaments, de nombreuses mesures thérapeutiques peuvent être proposées dès le plus jeune âge et tout au long du parcours de vie pour permettre à la personne de mettre en œuvre son projet de vie. Il peut s'agir de mesures de rééducation, d'un accompagnement éducatif personnalisé, et plus récemment, de programmes de remédiation cognitive. En remédiation cognitive, pour chaque proposition d'accompagnement, un objectif à atteindre est déterminé. Le thérapeute va amener la personne à mobiliser ses capacités préservées afin de développer des stratégies propres qui lui permettront de contourner ses limitations et d'interagir avec l'environnement de manière plus adéquate. Les travaux de recherche actuels visent notamment à développer des programmes efficaces sur les difficultés d'apprentissage, le manque d'autonomie, les troubles du comportement ou les difficultés d'ajustement social. Par une meilleure compréhension des profils cognitifs et comportementaux caractéristiques de chaque syndrome, la neuropsychologie permet d'améliorer les accompagnements thérapeutiques. Ces approches non médicamenteuses ne permettent pas de guérir, mais visent à améliorer la qualité de vie de la personne et à soutenir son projet de vie. Les stratégies thérapeutiques évoluent en prenant en compte l'avancée des connaissances dans tous les domaines. Neurodéveloppement, génétique, pharmacologie, neurosciences, sciences de l'éducation. Ensemble, faisons avancer la science. La recherche clinique, de la molécule au médicament. Des milliers de molécules sont étudiées dans un objectif thérapeutique. Toutes ne passeront pas l'ensemble des tests, une seule d'entre elles deviendra un médicament. Voici son histoire. Il s'agit tout d'abord d'identifier les molécules pouvant être intéressantes. Tout commence par essayer de mieux comprendre comment fonctionne la maladie, ses signes cliniques et biologiques, mais aussi les mécanismes par lesquels un traitement pourrait rétablir les fonctions normales de l'organisme. À l'aide de ces connaissances, le chercheur imagine des molécules pouvant agir. Une fois synthétisées, ces molécules entrent dans la phase préclinique. Après réalisation de différents tests en laboratoire et avant toute phase chez l'être humain, il est indispensable de tester la molécule chez l'animal. Ces tests sont très réglementés. Un comité d'éthique doit approuver la recherche. Ces tests apportent une connaissance essentielle pour le futur médicament, notamment sur sa toxicité. On recherche une dose limite, non toxique. Il n'est pas possible d'aller directement chez l'être humain. À la fin des études précliniques, le chercheur a une idée de la dose pouvant être utilisée chez l'être humain. Toutes les études réalisées chez l'être humain doivent être autorisées et se font avec l'accord des participants. Après avoir été pleinement informés, les participants volontaires signent un consentement éclairé. Aucune recherche n'est réalisée sans ce consentement. C'est le participant qui décide s'il souhaite ou non participer. Une première phase, appelée phase 1, est d'abord réalisée chez un nombre restreint de volontaires sains en général. Il s'agit de la première administration chez l'homme. On vérifie ici la sécurité d'emploi du médicament. On recherche la dose maximale tolérée. On s'intéresse aussi au devenir du médicament dans l'organisme, la pharmacocinétique. On débute toujours par un patient seul, à qui l'on donne le traitement une seule fois, puis on attend.
On regarde si tout va bien, et on peut ensuite donner le traitement à un deuxième patient, puis plusieurs avec la même dose. Si tout va bien, des experts vérifient, on passe à une autre dose, etc. S'il y a un problème de sécurité, tout peut s'arrêter. Ensuite, la phase 2 peut débuter. Dans un second temps, on recherche la dose optimale, celle qui semble la plus efficace et la mieux tolérée, avec le moins d'effets secondaires. On cherche à établir une relation entre la dose et l'effet du médicament. Plusieurs doses sont testées et comparées. À l'issue de cette phase, on détermine la dose qui sera utilisée ensuite. En phase 3, on teste la dose déterminée en phase 2. La phase 3 est la phase durant laquelle on souhaite démontrer l'efficacité du médicament. On parle souvent d'essais cliniques contrôlés, randomisés en double aveugle contre un placebo. Pour montrer qu'un traitement est efficace, il faut comparer et montrer que les patients qui prennent le traitement vont mieux que ceux qui ne le prennent pas. On parle d'essais contrôlés. Pour cela, on utilise un placebo, un produit qui ne contient pas de principe actif. Pour que cela fonctionne, il faut que l'apparence du placebo et celle du médicament soient identiques. Le placebo doit être indiscernable du traitement actif. Pour démontrer l'efficacité du traitement, on va créer 2 groupes de patients qui doivent être comparables. Afin d'avoir des groupes identiques, on utilise la randomisation, une sorte de tirage au sort qui sert à faire en sorte que le groupe traité et le groupe placebo soient comparables. Pour être sûr de suivre les patients qui reçoivent le placebo et ceux qui reçoivent le médicament de la même façon pendant l'essai, on utilise le double aveugle. Le double aveugle, c'est le fait que ni le médecin ni le patient ne savent qui reçoit le placebo ou le traitement. La randomisation, le double aveugle, sont parmi les méthodes qui permettent d'éviter ce qu'on appelle les biais, des éléments ou des actions qui faussent la mesure d'efficacité du traitement, donc le résultat de l'essai clinique. Enfin, c'est la mise sur le marché. À l'issue de la phase 3, si tout s'est passé correctement, on peut demander une autorisation de mise sur le marché du médicament, ou AMM. À n'importe quel moment pendant le développement de ce médicament, tout peut s'arrêter pour raison de sécurité ou d'inefficacité. Toutes les molécules pressenties ne deviendront pas un médicament. Rien n'est gagné d'avance dans le développement d'un médicament ou d'une thérapeutique. De nombreuses molécules échoueront. Le résultat des essais précliniques et cliniques en décide. Après la mise sur le marché, ce n'est pas fini. Le médicament entre dans la vraie vie. D'autres études peuvent être menées. Ce sont les phases 4 qui permettent de mieux connaître le médicament en conditions réelles d'utilisation, par exemple sa sécurité. Des essais cliniques de phase 4 peuvent être réalisés pour vérifier dans les conditions d'utilisation réelles, et sur une population plus importante, que la molécule n'a pas d'autres effets secondaires par exemple, non découverts pendant les essais cliniques. C'est pour cela que des médicaments peuvent aussi être retirés du marché après un certain temps d'utilisation.